parce que sinon, il faudrait pas que je les fasse. Ouais, bah, moi, c'est pareil. Oui. Merci. Bonjour. Alors, je demande juste votre attention, s'il vous plaît. Nous accueillons Madame Catherine Weissmann-Arcache, maître de conférence émérite en psychologie clinique et psychopathologie de l'Université de Rouen, psychologue et ancienne formatrice des psychologues de l'Éducation nationale, qui poursuit des travaux sur le potentiel depuis plus de 20 ans, avec des thématiques comme l'anachronisme et la disharmonie comme organisateur contemporain des processus de pensée, de développement et de parentalité, avec une perspective aujourd'hui sur la révolution numérique, l'usage structurant versus pathologique des jeux vidéo et des nouvelles représentations de l'enfant via le concept d'humain augmenté. Merci. Bonjour à tous et merci beaucoup à Nathalie Duriez et aux organisateurs de ce colloque pour m'avoir sollicité sur ce sujet que je travaille en effet depuis presque 30 ans. Merci aussi pour avoir favorisé les approches plurielles et, aux références épistémologiques multiples, ce qui me permettra aussi de vous dire rapidement de quelle place je vous parle. J'aborderai ensuite certaines caractéristiques. Ah oui, attendez, il fallait que j'ai oublié de... Voilà. J'aborderai ensuite certaines caractéristiques psychiques communes aux enfants et adolescents à haut potentiel, marquées par une intensité singulière, que je mettrai en perspective selon deux axes, à l'éclairage de l'adolescence et de ses caractéristiques, et à la lumière des curseurs contemporains, des mutations sociétales, comme l'a indiqué ce matin Nathalie Duriez, qui redéfinissent les critères du normal et du pathologique. Je vous proposerai deux itinéraires de vie d'enfants HPI, de l'enfance à l'âge adulte, très contrastés, pour illustrer mon propos. Alors, donc c'est vrai que je suis partie de la précocité intellectuelle dans les années 90, au XXe siècle, il y a bien longtemps, et que je suis très sensible aujourd'hui aux nouveaux organisateurs contemporains. Je considère que c'est un peu l'anachronisme, la disharmonie qui organise les processus de pensée, de parentalité et de développement. Ça, c'est le titre de mon habilitation à diriger les recherches. Mais je reviens en arrière. Donc, je me suis intéressée aux enfants qu'on disait précoces selon la terminologie de l'époque, alors que j'étais psychologue scolaire. Ce qui était assez mal vu à l'époque. La recherche a toujours un caractère transgressif, mais là, le sujet l'était aussi. Cette thèse soutenue en 2003 s'intitulait « Quand j'étais grand, le développement et la temporalité psychique à l'épreuve de la précocité intellectuelle ». Je suis devenue enseignant-chercheur en psychologie clinique et psychopathologie à Rouen, tout en conservant un terrain clinique en libéral. Les terrains de recherche constituent d'ailleurs un biais de recherche concernant les HPI et vont infléchir les hypothèses des chercheurs en fonction du caractère consultant ou non des sujets recrutés. J'ai eu la chance de pouvoir explorer les deux terrains, école tout venant et enfants consultants, et même si les sujets tout venant ne vont pas forcément toujours bien, j'ai pu établir un premier constat selon lequel le haut potentiel intellectuel ne présage pas de l'organisation normale ou pathologique du développement et de la personnalité, ni QI, ni maladie. Ni QI, ni maladie, c'est un peu mon credo depuis 30 ans. En effet, le haut potentiel intellectuel, je rappelle qu'il n'est pas un diagnostic, mais une identification fondée sur des évaluations psychométriques. Je parle aujourd'hui d'un spectre des hauts potentiels. Le spectre suppose à la fois une diversité des organisations mentales et un continuum. Merci à la personne, à la clinique sensible, je dirais, je ne sais plus votre nom, je suis désolée, qui a insisté sur cette approche avec un continuum. Donc un continuum depuis les variations de la normale et jusqu'aux expressions les plus pathologiques. Ainsi, les hauts potentiels s'accordent au pluriel, le S du pluriel étant celui de la diversité et surtout de la complexité. Alors, j'ai dit, comme pour la plupart de mes collègues chercheurs, le critère pour la plupart de mes recherches est simple, c'est un QI égal ou supérieur à 130, ou encore un des indices du WISC-5 égal ou supérieur à 130, par exemple pour une recherche dont je ne vais pas parler là, une recherche menée avec d'ailleurs Sylvie Torgman et Steve Belverg qui est présent dans la salle,
évaluant le HPI comme facteur de protection ou de sévérité chez des sujets TSA et dyspraxiques présentant un haut potentiel, un des indices du WISC-5 supérieur à 130, dans le domaine verbal en général ou dans le domaine performance, qu'on a comparé à des sujets TSA, c'était des Asperger, comme on le disait avant, et dyspraxiques d'intelligence normale. Ce n'est pas le sujet. Je coanime aussi avec Sylvie Torgman, puisque j'en parle, un groupement d'intérêts scientifiques, potentiels intellectuels et créatifs, donc au pluriel. Et en tant que membre du conseil scientifique de la Société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, j'ai une recherche en cours sur les enfants et adolescents à haut potentiel que Sylvie Torgman me fait l'honneur de co-diriger avec moi. Ma méthodologie de recherche est une méthodologie clinique fondée sur des entretiens et des évaluations psychologiques approfondies, méthodologie croisée qualitative et quantitative, avec notamment des tests projectifs. Je suis donc une clinicienne. Je ne vous parlerai pas aujourd'hui de cohortes ou d'échantillons, mais je crois avoir à mon actif plusieurs centaines de ces rencontres cliniques, dont certaines sont longitudinales de l'enfance à l'âge adulte. Ces recherches ont donné lieu à une cinquantaine d'articles et de chapitres et un ouvrage. Alors, je vais commencer par aborder ce que j'avais décrit comme caractéristiques communes au sujet au potentiel, qui pourraient bien devenir les caractéristiques de l'enfant aujourd'hui, parce que je vais m'intéresser aux représentations de l'enfant à haut potentiel, et il me semble que plus ça va et plus on va retrouver ces caractéristiques chez les enfants du XXIe siècle. Alors, il existe donc une grande diversité des sujets HPI, ce qui n'empêche pas de partager au plan clinique des caractéristiques communes du côté de l'intensité et de ce que j'appelais en 2003 la réactivité pulsionnelle, objectivée par des critères normatifs, quantitatifs, au Rorschach notamment, donc, et puis par les entretiens. Donc, on a un questionnement intense sur les origines et la finitude, que j'ai nommé surinvestissement des théories sexuelles infantiles, qui ne sont pas refoulées, pas oubliées chez les enfants à haut potentiel intellectuel, donnant lieu à des conceptions originales par la suite et à une appétence pour les théories et les systèmes. Il existe une sensibilité à la relation et au risque de perte de la relation. La relation possède un caractère traumatique par excès ou par défaut, qui rappelle le jeu de cache-tampon. L'enfant brûle s'il s'approche trop près de l'objet convoité, et de l'autre, et gèle quand il s'en éloigne. La relation peut être traumatique car elle comporte toujours le risque de la séparation auquel ces enfants sont sensibles à différents degrés. Cela va susciter des mécanismes de défense qui peuvent se traduire par une opposition, un refus des modèles, des méthodes. L'enfant maintient ses propres conceptions, s'y accroche, il ne les refoule pas, le tumulte pulsionnel et existentiel demeure, bien après l'âge de 6-7 ans où on attend que les choses se calment. Voilà. Mais ce refus des conventions et des modèles préétablis est aussi au fondement de la recherche et les chercheurs, dans quelque domaine que ce soit, sont confrontés à la dimension transgressive de la recherche. Même chose pour les petits-enfants à haut potentiel. Alors, nous avons là une première question en lien avec ce colloque, car le défaut de refoulement est en principe lié au passage à l'acte, à la psychopathologie. Il caractérise les états limites. En principe, nous utilisons le refoulement comme un mécanisme de défense qui nous permet aussi d'utiliser des mécanismes d'isolation cognitive, psychique aussi, ce qui nous permet de réfléchir, de penser, de nous concentrer sur une tâche en refoulant et en repoussant à l'arrière-plan nos préoccupations affectives, nos inimitiés, nos passions, ce que je suis en train de faire en vous parlant et ce que vous êtes en train de faire en m'écoutant aussi. On n'est pas envahi partout en même temps à tout moment. Ce n'est pas le cas chez les sujets à haut potentiel intellectuel qui conservent une haute sensibilité, soit une réactivité importante aux stimulations externes liées à la relation et internes liées à ces émotions. Les filtres, que nous appelons le système par excitation, ne sont pas toujours opérants.
Mais une recherche menée assez récemment avec Jean-Yves Chagnon auprès d'enfants tout venant à l'école sur le thème « Les enfants de 10 ans sont-ils tous des états limites ?» donc on a fait passer des tests projectifs, confirme cette réactivité pulsionnelle et ce moindre refoulement donc chez les enfants d'aujourd'hui. La bonne santé psychique tiendrait plutôt à l'utilisation de mécanismes de défense structurants. Alors, j'en viens maintenant aux caractéristiques du processus adolescent croisées avec celles du haut potentiel. Les caractéristiques que je viens de vous décrire ne sont peut-être pas sans vous rappeler certains traits et fragilités de l'adolescence, notamment cette sensibilité, voire cette susceptibilité qui est à la fois redoutée et provoquée. François Marty parle de la paranoïa normale de l'adolescent. Combien de fois ai-je entendu des parents désemparés, des parents d'enfants à haut potentiel, très désemparés, me dire à propos de leur enfant, on dirait la crise d'adolescence, mais il n'a que 8 ans. Le point commun entre l'état adolescent et le haut potentiel intellectuel pourrait se résumer par la crise, un état de crise, sachant que les crises ne sont pas pathologiques, pas forcément pathologiques, et peuvent être des moments structurants. Sensibilité surdéveloppée, excitabilité, recherche de sensations, de stimulation, de relations parfois captatrices, tout en se sentant débordé et en débordant, autrement dit, des pompiers pyromanes. Il se trouve que ces caractéristiques ont été décrites par Lowenfeld il y a assez longtemps comme des facteurs prédisposant à ce qu'il appelle la traumatophilie. La traumatophilie, c'est une susceptibilité au traumatisme qui excède la norme. Alors, le traumatisme, ce n'est pas forcément l'accident de voiture. Le traumatisme, il peut être lié pour certains enfants, pour certains adultes, alors, à la sensibilité, effectivement, la relation, toute relation comporte un caractère traumatique. Le fait de ressentir des émotions est traumatique, ce qui fait effraction, ce qui déborde. Voilà, c'est dans ce sens-là que je l'entends. Ce qui déborde les capacités parexcitantes. Donc, Lowenfeld a développé cette thèse à propos des artistes qui se confrontent répétitivement au traumatisme afin de le surmonter en l'élaborant et en le symbolisant. Cette traumatophilie se retrouve chez les adolescents et j'en avais parlé aussi chez les enfants à haut potentiel intellectuel. Donc, tous ces éléments ont été publiés, vous pourrez les retrouver facilement. Dans cette perspective, il est légitime de s'interroger sur l'incidence du haut potentiel sur l'adolescence, mais il est tout aussi pertinent d'inverser la question: quel impact le processus d'adolescence a-t-il sur le sujet à haut potentiel? D'où l'intérêt des études transversales, longitudinales, dans une société en révolution. Comme l'écrit Annie Biro, les maladies d'adolescents sont d'abord des maladies d'enfance, même si leurs symptômes sont en phase avec le langage de la modernité. Alors, je vais arriver au langage justement qui n'est plus celui de la modernité aujourd'hui, mais qui est le langage de l'hypermodernité et son impact sur les représentations que nous avons de l'enfant à haut potentiel. Je m'interroge depuis un certain temps, en effet, sur cet impact des modifications de ce que KS appelle les cadres métasociaux, de ce qui sont les mutations sociétales que nous connaissons, très, très importantes. Donc, sur l'impact de ces mutations sur nos représentations de l'enfant, sur nos représentations du statut de l'enfant dans la société, au sein de sa famille, nos représentations de l'éducation et de la parentalité aussi. Si Annie Biro parlait en son temps de modernité, nous sommes aujourd'hui au temps de l'hypermodernité, qui est pour René Caès une rupture anthropologique quasiment sans précédent. Nos coordonnées spatio-temporelles seraient profondément impactées par la virtualisation du monde et par la révolution numérique. L'hypermodernité débuterait à la fin des années 90, fondée sur deux événements majeurs que sont la chute du mur de Berlin en 1989 et l'attaque des tours du World Trade Center en 2001. Et malheureusement, on peut ajouter les crises actuelles. Nous sommes dans le registre de la chute et de la destruction qui symbolise notre mal-être grandissant face à la finitude humaine et aux manques inéluctables qui mettent en échec l'individualisme et l'affirmation de soi qui étaient prônés comme des idéaux, enfin, qui les mettent en échec et en même temps qui les réactivent énormément. Le concept d'humain augmenté vient contre-investir ce risque d'effondrement narcissique et sociétal.
Il vise l'augmentation expansive des capacités humaines et des performances à la faveur de l'hybridation homme-machine. Je considère aujourd'hui l'enfant à haut potentiel intellectuel et surtout les représentations que nous en avons comme une figure de l'enfant augmenté qui concerne le nouveau statut de tous les enfants. Il s'agit d'un enfant hyper investi. L'enfant est au centre de la famille. Ce n'est plus le couple qui est au centre, c'est l'enfant qui fabrique les parents et il doit fabriquer des bons parents. J'ai appelé ce paradigme de l'enfant hyper investi et conçu plus tardivement parent tardif, enfant précoce. Beaucoup de, mais alors là c'est pareil, j'en ai fait un paradigme parce que je m'étais rendu compte que, alors, je n'ai pas fait de statistiques, j'en fais parfois, mais là non. Beaucoup de mes sujets sont des enfants issus de procréation médicale assistée ou bien conçus tardivement en raison de l'inquiétude actuelle, de la peur de l'avenir économique, de l'avenir incertain, des problèmes de climat, etc. Donc, par contre, il est connu statistiquement que les gens font des enfants plus tard, plutôt après 30 ans, alors qu'il y a, je ne sais pas, 20-30 ans, c'était avant 30 ans. Voilà, donc c'est pour ça que je parle parent tardif, enfant précoce. Ça ne veut pas forcément dire issu de la procréation médicale assistée, mais attendu, très désiré et du coup très précieux. Cette conception contemporaine de l'enfant augmenté est nourrie par le mythe de l'intelligence artificielle dans le contexte de la révolution numérique et de l'avènement de la réalité virtuelle. L'enfant, HPI ou non, et l'école sont impactés par la multiplication des dispositifs prothétiques. Réparer, programmer et augmenter se substituent à soigner, apprendre et jouer. Il me semble alors que le curseur de la normalité s'est déplacé vers l'idéal, en témoigne le nombre vers l'idéal, vers l'excellence, vers la réussite, en témoigne le nombre de demandes de dépistage de haut potentiel, souvent ou parfois, bon, ça dépend souvent qui peuvent être non fondées et qui témoignent d'un mouvement d'idéalisation de l'enfant et parfois d'une occultation de ses troubles ou de son mal-être attribué à un excès d'intelligence. La temporalité s'accélère et la communication se fait sur un mode immédiat, tandis que le temps du développement et de l'éducation et de la transmission tend à se raccourcir, à ne plus tolérer de délai. C'est tout de suite. Ce que j'ai appelé l'effet de serre en clinique infantile, comme des petits bonsaïs un peu. Alors, je vais arriver à mes illustrations cliniques. Voilà, c'est un peu condensé, mais je voulais vous faire part de deux parcours d'enfants, de la clinique, voilà, et puis on pourra peut-être en parler après au moment de la table ronde. Alors, voyons maintenant deux itinéraires d'enfants identifiés à haut potentiel intellectuel, une fille non consultante et un garçon consultant que j'ai rencontrés tous deux à l'âge de 8-9 ans, puis 13-14 ans et revus à l'âge de 20 ans dans le cadre de mes recherches longitudinales. Vous verrez que de mon point de vue, ce n'est pas le haut potentiel ou la haute sensibilité qui détermine le destin d'un sujet, mais ce qu'il en fait, ce que la famille en fait et ce que la société en fait. Je parlerai d'abord de l'itinéraire assez dramatique de Tom, puis du destin plus heureux de Ariane, et puis je conclurai. Alors ça, je vais le faire. Ah il est... Ouais. Bon, il n'est pas dans le bon sens. Bon, tant pis. Ouais. Alors, je vais vous le montrer de toute façon, mais d'abord, je voulais vous présenter Tom, donc, que j'ai rencontré 3 fois, jusqu'à une forme de décompensation psychopathologique à 19 ans, 19-20 ans, à la fois inattendue et prévisible quand on revoit le cas après coup. J'ai choisi de vous le laisser découvrir progressivement comme dans la réalité. Alors, comme je n'ai pas beaucoup de temps, vous n'avez pas tout le détail de tous les bilans psychologiques, de mes conclusions sur son organisation psychopathologique. Je vous livre les éléments qui vont servir à illustrer mon propos et qui sont aussi des éléments de réalité, d'entretien. Alors, je reçois Tom, âgé de 9 ans 7 mois, alors qu'il est scolarisé en CM1. Alors, je le reçois en libéral. Il vit avec ses parents et son petit frère, âgé de 7 ans. Il vient au premier entretien avec sa mère. La famille consulte à la fois pour une énurésie nocturne et surtout parce que son enseignante s'interroge sur un haut potentiel intellectuel.
L'enseignante trouve que Tom comprend vite, qu'il a un comportement de préadolescent avec des sautes d'humeur. Quand il rate quelque chose, c'est la catastrophe. Il a pleuré de joie quand il a su qu'il était 3e de sa classe. Tom est un garçon très mignon, un peu asexué, qui me faisait penser à Tintin, des yeux bleus en accent circonflexe, de longs cils noirs et des cheveux bouclés. Il faisait du foot, mais rentrait déprimé. Il ne supportait pas la collectivité. Alors en plus, son père est entraîneur au foot et le petit frère y va aussi et se débrouille très bien. Et donc, le petit frère a un lien privilégié avec son père, ce qui peut faire souffrir Tom. Donc, Tom est énurétique, mais on peut déjà noter que ce n'est pas le motif principal de la consultation. Sa mère est contrôleuse de gestion, son père est ingénieur informaticien. Alors, je vais m'étendre un peu sur le père, qui est un homme très doux, avec un cheveu sur la langue, un peu disharmonique, comme ça. Sans doute au potentiel intellectuel aussi, il a sauté le cours préparatoire. Il est issu d'une grande famille bourgeoise dans laquelle les enfants vous voient les parents, il vous voit toujours sa mère. Son père, le grand-père de Tom, décédé, était polytechnicien et il a dissuadé son fils, donc le père de Tom, de faire comme lui, car ça l'avait empêché de bien connaître ses enfants. C'était pour mon bien, dit le père de Tom, qui, lui, voulait faire de la recherche sur les enfants. Il voulait faire médecine, mais il n'a pas passé le concours, car il n'aimait pas le bachotage. Il n'a jamais parlé de tout cela. Je lui fais remarquer que Tom aussi veut être chercheur. Le père dit qu'il ne veut pas le brider pour l'instant, mais il a peur que son fils devienne chercheur, car on est seul. Alors, vous voyez, il y a une grande ambivalence quand même dans ce qui est transmis, voire un interdit, et vous allez voir le poids que ça va avoir. Alors, ce sont des parents bienveillants hein, qui font ce qu'ils peuvent, mais qui sont pris aussi dans des idéaux très, très narcissiques. Il joue avec Tom au Lego, car lui-même ne jouait qu'à cela petit. Voilà, donc on peut faire que ce qu'on connaît, et il trouve que Tom lui ressemble. La mère évoque l'énurésie en disant que du coup, Tom ne va jamais dormir ailleurs et elle ajoute, c'est vrai qu'on ne les lâche pas. Elle est très focalisée, très, très focalisée sur les notes de Tom. C'est le genre de famille où tu as 18, bah oui, tu aurais pu avoir 20, pourquoi tu n'as pas 20, des choses comme ça. Tom est un enfant agréable, coopérant, très poli. Dans la vie, ses investissements sont variés. Il évoque sa passion pour le Moyen-Âge. Dommage que cette période était si sanglante, dit-il. Avec un petit sourire. Il crée des bandes dessinées, s'intéresse aux dinosaures qu'il dessine et plus tard veut être savant chercheur pour inventer des choses qui ne polluent pas. Alors, entre le sanglant du Moyen-Âge, les choses qui ne polluent pas, on voit bien les mouvements alternatifs entre pulsions agressives et formations réactionnelles, un peu moralisateurs comme ça, qui sont assez éloquents. C'est un garçon très méthodique et concentré, mais il est lent, il doute tout le temps, il semble en proie à une incertitude intérieure qui le rend assez dépendant de la relation, en recherche d'étayage. Quand je lui demanderai ce qu'il a préféré dans ce bilan, il me répondra « La meilleure chose, c'est d'être avec vous ». Donc, dans un petit mouvement de séduction, mais aussi de besoin d'être contenu, porté. Alors, il produira des dessins très miniatures. Alors voilà, c'est... Bon, bah oui, je vais pas... Ça va me prendre trop de temps de le remettre. Je ne maîtrise pas trop les PC. Donc, ben voilà, il faut tourner un peu la tête. Donc, alors, je peux pas vous... Alors, un dessin de la famille, on regarde en principe s'il y a les organisateurs que sont... Est-ce qu'il y a la différence des générations? Est-ce qu'on reconnaît des parents et des enfants? Est-ce qu'il y a la différence des sexes? Parce que ce sont des organisateurs structurants. Est-ce qu'on reconnaît garçons et filles? Alors, là, on voit que... Alors, ce qu'on peut dire de ce dessin, c'est qu'ils sont tous très collés. Donc, vous avez la mère à gauche, le père au milieu, avec le petit frère devant le père qui semble presque encastré dans le père. Hein. Là, il y a une très grande, comme une collusion entre les deux. Et vous avez Tom sur la droite, un bras levé, un bras baissé. Alors bon, je ne vais pas dire des gros mots, c'est ma méthodologie et mon épistémologie est devenue aussi transgressive, puisque psychanalytique, mais bon, il y a quelque chose de l'ordre d'un désir de puissance, de force et de l'autre bras baissé. Voilà, c'est de tension certainement chez Tom. Et puis alors surtout, dans les dessins d'enfants, les contours, les crayons, c'est ce qui contient. Ça correspond à des mécanismes de défense. Vous voyez, c'est très contrôlé en même temps. Il n'y a pas de couleur. Vous verrez le dessin de la jeune fille après qui est très différent. Les couleurs, c'est la pulsion. Mais elle doit être les petits enfants n'aiment pas dépasser parce que
quand il colorie, c'est un mouvement très pulsionnel. La couleur, c'est la pulsion. On dit être rouge de colère, le vert de peur, enfin voilà. Et donc, les dessins comme ça où il n'y a pas de couleur, c'est que les éléments pulsionnels sont quand même assez très contrôlés, en tout cas très mis en retrait. Alors bon, il avait un QI total de 141, avec un QI verbal de 141 et un QI performance de 126. À l'époque, c'était, je ne sais plus quel whisky, 4, peut-être même avant. Alors, en raison de sa fragilité affective et des enjeux narcissiques familiaux et des injonctions paradoxales du côté de la filiation paternelle, il avait des copains aussi dans sa classe. Il n'avait pas du tout envie de sauter une classe. Ça n'a pas été proposé, ce qui l'aurait envoyé directement du CM1 à la 6e. On a estimé qu'il n'avait pas une autonomie affective et une estime de soi suffisante pour affronter les changements liés à ce passage du primaire au collège. Une psychothérapie est entreprise, vite abandonnée quand les notes remontent. À 13 ans, Tom revient avec une chute scolaire et un état dépressif avéré. Il évoquera sa culpabilité par rapport à ses parents, le fait que sa mère pleure quand il a des mauvaises notes, que son père a dit qu'il se tuerait, et il ajoute « Ils vont me tuer pour le bulletin, me prendre l'ordinateur. Mais le pire, c'est d'avoir une mère qui pleure. » Il dira aussi « Mon père s'occupe des enfants des autres, mais ne s'occupe pas de moi comme je le voudrais. » À 19 ans, Tom interrompt ses études journalistiques en province. Donc, il a eu le bac et il est parti en province. C'est la première année. Ça s'est passé avant Noël, donc à la rentrée quasiment. Il prend littéralement la fuite et revient chez ses parents. Ce qui l'a fait fuir, c'est la confrontation à la possible réalisation du désir et à la sexualité notamment. Il avait conquis une jeune fille. Il va alors développer une dysmorphophobie pénienne. Donc, une dysmorphophobie pénienne, c'est quelque chose d'un peu délirant parce que ça n'est pas fondé. En fait, il pense que son pénis est trop petit, qu'il a un micro-pénis. Donc, ça s'appelle une dysmorphophobie. Et son pénis est trop petit, il est un sous-homme, c'est ce qu'il dit, et il maintient cette idée malgré le démenti des médecins et des spécialistes consultés. Il va fréquenter des forums consacrés à ce problème et se lance dans des exercices rééducatifs avec un masochisme forcené qui va l'amener à se blesser physiquement. Alors, il me sera impossible de ne pas établir un lien avec son récit étonnant à l'âge de 9 ans, à la planche 13B du TAT, concernant une automorsure du doigt. Donc, cette planche, elle représente un petit garçon assis sur le seuil d'une cabane aux planches disjointes. Elle ravive la capacité à être seul, à se centrer sur soi, à gérer l'absence, parce qu'il est tout seul. Et donc, on demande à l'enfant d'inventer une histoire. Et ce récit rend bien compte de ces modalités masochistes qui étaient quand même présentes depuis le début. On dirait un petit garçon qui se mord le doigt, comme ça. Il a dû se faire mal dans un établi. Il veut être maçon, comme son père, la question de l'identification au père, et il s'est fait mal au doigt. Alors, il l'a mordu. Donc, on soigne le mal par le mal. Il se fait mal au doigt, alors il le mord. Il m'expliquera aussi qu'il fait partie des 2% de la population ayant ces mensurations, en parlant de son pénis. Or, son haut potentiel le place aussi parmi les 2% des sujets à l'extrémité de la courbe de Gauss. Voici un bel exemple de l'utilisation dévoyée que tout un chacun peut faire des statistiques. Il en veut à ses parents et surtout à son père qui ne lui aurait pas transmis ce qu'il fallait. Et surtout, ils l'ont mal fabriqué. Il a les joues roses et rondes. Ses cheveux bouclés lui donnent un air poupin. Il pense avoir un problème hormonal. C'est un jeune homme en mal d'identification masculine, en mal de colonne vertébrale. Tom dit qu'il hait ses parents, qu'ils l'ont considéré comme une tête et pas comme un corps. Je le trouve très mélancolique, avec une haine de son père qui est à la mesure de la quête de son père. Précisons que l'adaptation à la réalité n'est pas mise en cause à 19 ans au Rorschach, puisqu'on a des normes, et que le haut potentiel semble fonctionner comme une béquille qui le préserverait d'une décompensation psychotique majeure. Avant de revenir me voir, donc dans le cadre de la recherche, il semble avoir été dans une errance diagnostique avec des diagnostics d'état limite, des traitements antidépresseurs et neuroleptiques. Au moment où il revient, il ne prend rien et n'est pas suivi. Je l'ai ensuite perdu de vue, malheureusement. Alors, pour vous remonter le moral, je vais maintenant vous parler d'Ariane. J'ai commencé par le plus difficile pour qu'on finisse sur une note positive.
Ariane, que je rencontre donc à 8 ans, 14 ans et 20 ans. À 8 ans, je la rencontre à l'école en tant que psychologue scolaire. Elle a 2 ans d'avance et je suis sollicitée pour valider pour un avis. Enfin, pour valider ou pas, mais elle avait déjà ses 2 ans d'avance parce qu'elle avait suivi un cours, elle avait sauté une année, elle avait suivi un cours double, donc ça lui faisait une 2e année qu'elle avait très bien suivi. C'est une fillette brune, aux yeux noirs, très expressifs. Elle a une petite sœur âgée de 3 ans. Elle a déjà fréquenté des psychologues et possède de remarquables capacités d'élaboration verbale. J'avais pensé à une hyperadaptation, mais la suite a montré que non. Elle prépare justement un exposé sur les rêves et elle m'a raconté spontanément un de ses cauchemars, un de ses rêves récurrents. Bon, je ne vais pas avoir le temps. L'entretien avec les parents évoque des liens familiaux assez idéalisés, avec 2 parents se décrivant comme surdoués. Ils se sont connus dès l'âge de 14 ans et ils perçoivent le monde extérieur comme quelque chose d'un peu hostile ou d'un peu incompréhensif. La mère est très émotive, elle évoque de manière très dramatique, et c'est vrai que c'était très difficile pour elle, mais dans un climat un peu hystérique comme ça, mais, parce que c'est quand même ancien, plusieurs fausses couches et grossesses extra-utérines, comme sa propre mère avec laquelle elle ne s'entend pas. Donc ça ne lui plaît pas du tout de ressembler à sa mère de ce point de vue-là. Ils ont eu recours à la procréation médicale assistée, enfin, minimale, et des stimulations ovariennes, et l'empêchement ou l'interdit d'avoir des bébés s'entend dans son discours. « Je n'ai jamais eu de bébé, dit-elle. À 3 mois, Ariane levait déjà la tête. » À propos du thème de la rose, qui revient souvent dans les dessins d'Ariane, ils diront qu'ils nomment le sexe féminin le bouton de rose, en précisant que c'est le papa qui a trouvé cette métaphore pour sa fille. Dans un tel contexte, Ariane est une fillette très investie par des parents chaleureux sur le mode de la séduction. Elle répond dans le même registre, interrogeant ses parents sur leur câlin inefficace le matin, car le 3e enfant désiré ne s'annonce pas. Donc, tout le monde se mêle un peu de tout et on a des relations de grande proximité entre séduction et emprise. Alors peut-être, je me suis interrogée, mais on va le savoir dans pas très longtemps, peut-être que c'est ça, les familles à transactions intenses dont Nathalie Duriez va nous parler. Voilà, je me suis posé la question, donc je serais très contente voilà, de découvrir ce que c'est. Mais à mon avis, dans mes projections, ça ressemble un petit peu à ça. Alors, son dessin de la famille... voilà, son dessin de la famille reflète ce qu'on appelle un roman familial avec une valence un petit peu narcissique, comme ça, qui met en scène, et sexué aussi, il faut les deux d'ailleurs, il y a 2 phases dans le roman familial. Vous savez, c'est ce moment où l'enfant s'invente des parents prestigieux, pense qu'il a été adopté, qui est refoulé en principe, on ne s'en rappelle plus. Donc, elle met en scène des parents prestigieux, le roi des papas et la reine des mamans, aux majuscules soigneusement calligraphiées. On notera les symboliques sexuelles joliment symbolisées. Bon, je n'arrive même pas à montrer. Avec le couteau du père bien placé à la ceinture et les dessins sur la robe de la mère. Les personnages sont tous nantis et vous aurez repéré, bien sûr, que la mère brandit une rose ouverte. Voilà, alors là, bon, voilà, il y a de la couleur, c'est très symbolisé, donc c'est du côté de la créativité, de ce que j'appelle la sublimation dans mon langage. Alors, l'adolescence arrive, et à l'âge de 14 ans, elle est donc en seconde avec ses 2 ans d'avance. Il y a une rencontre amoureuse passionnelle avec un adolescent pathologique qui tente de la mettre sous emprise. Et ça arrive comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Il exige qu'Ariane soit sous le regard de la webcam quand elle communique avec lui via Internet. À l'époque, ça ne se faisait pas, c'était assez récent. Hein. Et elle doit également impérativement mettre un T majuscule au pronom désignant son amoureux quand elle lui écrit. Je t'aime, je pense à toi, ton souvenir, tout ça avec un T majuscule, tes affaires, etc. Cette majuscule de l'idéalisation et de l'inflation narcissique laisse peu de place à l'autre. Dans l'après-coup, on pense à la résurgence des majuscules du roi des papas et de la reine des mamans de l'enfance d'Ariane. Ils créent ensemble une œuvre, mais qui est à son nom à lui. Les parents d'Ariane, alarmés par la toxicité de cette relation, me sollicitent car
Elle désinvestit ses activités sublimatoires, dessin, lecture, égyptologie. Elle faisait de l'égyptien aussi. Au cours de cette rencontre que je leur propose, la mère effondrée s'accroche physiquement à Ariane. Ariane, ça a l'air d'aller. Ariane donc soutient sa mère et le père contient l'ensemble, sa femme et sa fille, dans une sorte d'emboîtement en poupée russe, j'avais trouvé. Madame me dira qu'elle ne lâche plus sa fille d'une semelle. Elle ne la lâchait pas beaucoup, inconsciente du mouvement projectif qui l'amène à redouter l'emprise du jeune homme et sans voir peut-être la sienne. Alors, Ariane va accepter quelques entretiens avec moi. Elle pourra aussi s'appuyer sur les filles de sa classe qui la reconnaissent enfin comme une des leurs, cette petite surdouée avec 2 ans d'avance en sport. Enfin, au collège, en sport, ça avait été compliqué quand même, les 2 ans d'avance. Mais là, elles le reconnaissent comme l'une d'elles grâce à ce chagrin d'amour. Donc, ça va être un moment d'intégration dans la classe en même temps. Et puis, c'est une fille qui allait plutôt bien, qui était capable il y a une espèce de traumatophilie comme ça dans cette recherche d'un amour absolu. Elle me dira, mais mes parents se sont bien connus à 14 ans. Oui, une idéalisation de la relation de couple. Mais en même temps, elle a réussi à s'en déprendre et elle interrompra définitivement cette relation traumatophilique en s'étayant sur sa grande intelligence et au-delà sur sa pensée comme moteur de cette subjectivation douloureuse. Je l'ai revue à l'âge de 20 ans. Elle poursuivait brillamment et avec passion une thèse en égyptologie à la Sorbonne, visant une carrière universitaire. Alors, ce sont des parents qui ne l'ont jamais poussée, parce que je l'avais vu, alors elle avait un QI assez élevé. J'avais pensé un peu grandes écoles, et eux, non, ils avaient des idées très... Non, il faut qu'elle aille à la fac, c'est très bien la fac. Et puis, vous voyez, c'est pas du tout le même type de famille. Enfin, il y a un hyper-investissement, mais qui se traduit d'une autre manière finalement. Alors, au niveau affectif, elle était tombée amoureuse d'un homme marié plus âgé, ne souhaitait pas renoncer pour le moment à cette relation clandestine et vouée à le rester. Elle avait une relation très forte, très intense avec son père aussi. Et elle semblait épanouie et passionnée par ses recherches universitaires. Alors, pour conclure, donc je vais conclure. Je dirais que Tom et Ariane sont chacun, à leur manière, des enfants de l'hypermodernité, hyper investis. Pour Tom, il s'agit d'une obligation de résultat issue d'un mandat transgénérationnel qui pèse sur son développement et sur son devenir. Des identifications narcissiques des parents et le socius qui n'a pris en compte que le haut potentiel intellectuel, finalement, le scolaire même, dans son cas, ont été des empêchements à penser et à se penser. Alors, voilà. Ariane, elle, illustre ce phénomène contemporain donc, que j'ai appelé parent tardif, enfant précoce. C'est donc une enfant très stimulée affectivement par ses parents. Alors, je voudrais juste dire une chose qui me tient à cœur, c'est que il ne s'agit pas de stimulation intellectuelle. Ce sont vraiment des stimulations affectives, un investissement affectif de l'enfant. Sylvie disait ce matin que quand on lit des histoires à un enfant très petit, il développe beaucoup ses capacités d'expression et de compréhension verbale, il me semble. Mais je crois que c'est dans l'échange, dans la relation entre le parent et l'enfant, dans l'accordage affectif, dans ce que le parent y met d'affectif, d'émotion, de fantasme. Quand on raconte une histoire, un conte à un enfant, bien, on le vit en principe. Hein. J'ai des enfants, certains d'entre vous ont des enfants, on vit, on met le ton et tout, et ça passe par de l'affectif. Si vous lui mettez une petite cassette qui raconte des histoires à partir de l'âge de 3 mois, c'est tout à fait épouvantable et parce que c'est une prothèse en fait. Et ça, c'est vraiment ce contre quoi je m'assure. Je voulais quand même le préciser. Donc, ces deux parcours contrastés s'inscrivent bien dans la notion de spectre et j'ai proposé un continuum en fonction de l'investissement de la pensée et de l'utilisation de l'intelligence. Dans les cas favorables, les hauts potentiels intellectuels s'intégreront à la personnalité et s'exprimeront dans des activités sublimatoire ou plus simplement dans la capacité d'aimer et de travailler, ce qu'on appelle le plaisir de fonctionnement, le plaisir de vivre, contribuant à un certain épanouissement affectif et professionnel. D'autres hauts potentiels moins heureux pourront connaître un développement plus rigide, voire
une fonction prothétique, quasi autistique parfois, à travers le besoin de maîtrise du temps, le besoin de maîtrise du manque, de la frustration, ce qui peut conduire entre autres à l'échec scolaire ou à une adaptation relationnelle difficile. Cette fonction de prothèse, je vais terminer avec ça, apparaît dans le mythe d'Icare, souvent cité dans le contexte de l'humain augmenté. On peut lire ce mythe comme une tentative échouée d'hybridation, les ailes qui ne vont pas permettre à Icare de voler, puisqu'il va les brûler en volant trop près du soleil, mais on peut lire ce mythe aussi comme un raté de la transmission. Le père d'Icare, celui qui a fabriqué les ailes de cire qui vont fondre au soleil, c'est Dédale. Dédale est un ingénieur grec. Son habileté, son ingéniosité en ont fait une référence pour les réalisations humaines. Il a inventé une statue à l'aspect très vivant, il a inventé des outils comme la hachette, le fil à plomb, la vrille et la colle. Il est très doué. Menacé d'être surpassé par un de ses apprentis qui avait imaginé le compas et la scie métallique en s'inspirant d'une mâchoire de serpent, Dédale, jaloux, va précipiter ce jeune apprenti qui serait aussi son neveu du haut de l'acropole. À la lumière de cet événement, on peut s'interroger sur ce père très doué et rival en même temps qui fabrique pour son fils des ailes de plumes et de cire tout en lui enjoignant de ne pas trop s'approcher du soleil. N'aurait-il pas pu lui tenir la main et le guider? À son tour, le fils chutera car enivré par son vol, il ne regardera pas son père et ne l'imitera pas. La prothèse et l'imitation empêchent le processus identificatoire et la transmission. La formule de Nietzsche, deviens ce que tu es, exprime la potentialité, le potentiel à se développer et à devenir sujet qui existe en chaque humain de manière virtuelle. Mais l'aphorisme initial qu'on doit à Pindaré, poète grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, avait une suite et se formulait ainsi. Puisses-tu devenir qui tu es en l'apprenant? Le poète souligne la nécessité d'une transmission comme condition fondamentale de la subjectivation. La deuxième partie de la formule vient contrebalancer le fantasme d'auto-engendrement qui pouvait transparaître dans « deviens ce que tu es », tout est là déjà au départ. Devenir ce que l'on est, certes, mais après l'avoir appris et surtout reçu. Je vous remercie.